Donc, le témoin sous le même serment? Juste avant, Monsieur le commissaire, si vous me permettez, j'ai eu des discussions avec les procureurs de la société sur peut-être certaines parties du document déposé ce matin auraient un caractère privilégié. Donc, écoutez, pour pas perturber les audiences, puis prendre le temps de regarder ça, puis trouver des solutions comme on essaie de le faire tout le temps, je suggérerais de ne pas déposer sur le site web la pièce tant aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé... Quelle pièce? La pièce... Les 3 pièces, pardon. Ah, je peux peut-être aider me trembler, là. 26P85, 26P87 et 26P96 contiendraient des extraits avec des informations couvertes par le secret professionnel. Évidemment, il n'y a pas de reproche à personne, mais on veut faire l'exercice adéquatement. Ce qu'on vous suggérait à Maître Tremblay, c'est de faire de se parler là, afin d'arriver à une version caviardée. Donc, il y a des parties qui sont privilégiées, bien évidemment, qu'on va caviarder. Ça va, Maître Tremblay? Oui, parfait. Alors, est-ce que le restant des pièces peuvent aller sur le site Internet, par contre, hormis ces 3 pièces-là, ou préférez qu'on attende lundi par prudence? Moi, ça serait plus simple. Parfait. Donc, on exhibe ce qu'on a exhibé aux témoins, puis on se garde de déposer au complet. Comme on va dire, on est en toute transparence. Tout ce qui n'est pas privilégié, par contre, est dans le domaine public. Ça va? Absolument. Donc, on va vous revenir. Merci. Parfait. Je vais mettre la prise. Compte interrogatoire. Merci, Monsieur le commissaire. Alors, bonjour, Monsieur Després, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Alors, je vais vous poser quelques questions relativement à votre témoignage. C'est des questions de précision, évidemment, davantage. Je veux revenir d'abord sur votre parcours professionnel. J'ai pris connaissance de votre curriculum vitae et je constate que vous avez été là au ministère des Ressources naturelles avant d'être à l'emploi de la SAC. C'est exact? C'est exact, oui. Et j'ai raison de dire qu'avant votre emploi à la SAC, vous n'avez pas touché à des questions ou à des mandats de vérification ou d'analyse là, sur un suivi de projet comme celui qui vous a occupé durant toutes ces années à la SAC? Exactement. Là, c'est sûr que le projet de la SAC en tant que tel, c'était un gros projet. Là, donc, en effet, là, j'avais jamais participé à des gros projets comme ça, en effet. J'ai raison de dire également que vous n'avez pas de formation et vous ne détenez pas de titre professionnel de comptable professionnel agréé? C'est exact. J'ai raison de dire également qu'on ne peut pas vous appeler auditeur ou vérificateur au sens du titre de professionnel. Non, je peux pas être un CPA ou un CPA auditeur, là, exactement. Non, je peux pas utiliser ce terme-là. Et avant là, votre arrivée à la SAC, je comprends que vous avez occupé d'abord un poste de conseiller en vérification interne à la SAC de 2016 à 2017. À ce moment-là, avez-vous touché au projet CASA? Non, pas directement. En fait, là, comme que j'ai dit, j'ai fait des mandats sur, entre autres, la gestion intégrée des risques. De mémoire, là, chauffeur de taxi, puis j'avais débuté là, le mandat sur la solution de gestion de projet d'entreprise. Et comment vous êtes arrivé à la SAC? Est-ce que vous avez fait participer à un concours? C'est en fait, j'ai vu un poste de disponible là, par rapport à... J'étais déjà employé au gouvernement, donc j'ai vu un poste de disponible. J'ai appliqué sur ce poste-là et j'ai passé des entrevues, puis j'ai été engagé à l'Audi, à la SAQ. Là. Donc, j'ai raison de dire qu'avant ce poste à la SAC en 2010, si je ne m'abuse, en 2016, pardon, vous n'avez pas occupé de fonction de près ou de loin associée à la vérification interne. C'est exact. Est-ce que c'est M. Daniel Pelletier qui vous a recruté? Non, à l'époque, c'était pas M. Pelletier. C'était, de mémoire, la chef de service, comment qu'elle s'appelait? C'était une comptable, là, Lucie Paradis. Madame Lucie Paradis qui m'avait engagé. Très bien. Concernant vos vérifications en ce qui a trait à la surfacturation là, que vous avez soulevé précédemment, c'est-à-dire un écart entre les présences que vous avez constatées via les contrôles d'accès versus le nombre d'heures facturées, je vais avoir quelques questions. D'abord, est-ce que
vous avez transmis vos constatations, l'ensemble de vos constatations à la commission et aux enquêteurs de la commission? Moi, non. C'est pas moi qui ai transmis ça, non. OK. Et est-ce que je comprends que dans le cadre de cette vérification ou de cette analyse-là, est-ce que vous avez consulté les contrats associés au projet CASA? Dans le cadre de cette vérification-là, ben oui, en effet, là, c'est pas là présentement, mais dans l'exercice de mes fonctions, en effet, là, j'étais allé voir là, qu'est-ce qui était indiqué là, dans le contrat, là. Exact. Puis, quel contrat on parle exactement? Parce qu'il y en a plusieurs, là. Là, de mémoire, est-ce que c'était dans le contrat cadre ou pas, là, je pourrais pas vous dire là, exactement, ou bien s'il était dans le contrat de service professionnel, là, mais en tout cas, du moins, là, j'avais regardé là, l'ensemble de ces contrats-là. Avez-vous regardé uniquement le contrat LGS? Non, aussi, j'avais regardé les contrats, parce qu'il y avait il y avait des firmes externes aussi qui venaient se greffer dans le projet, là. Donc, j'avais regardé aussi là, les contrats de ces firmes-là. Et si je vous suggère qu'il y avait des modalités contractuelles différentes en ce qui a trait aux modalités que devait respecter LGS et d'autres fournisseurs de services professionnels, est-ce que c'est oui, c'est exact. Comme que j'avais dit, je crois là, que dans le contrat, il y avait le droit à faire une certaine partie de leur travail en télétravail là, pour les LGS, là, pour ce qui était des personnes là, qui étaient pas... qui demeuraient à l'extérieur de la Ville de Québec, là. Et je comprends également que de votre vérification, vous avez fait le recoupage entre les données d'accès à l'immeuble et les feuilles de temps. C'est exact? C'est exact. Avez-vous enquêté davantage? Avez-vous rencontré des gens, outre le personnel de la SAC, à qui vous vous êtes adressé une fois les constats faits? Non, j'ai pas enquêté, non. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand on est arrivé à ce constat-là, ben ça l'a monté dans la direction, puis eux, ils ont pris décision là, de faire une enquête administrative, là. Mais c'est justement, là, vous, votre rôle, vous n'êtes pas enquêteur, là. Exact. C'est pas une enquête là, que vous faites, là. Exactement. C'est une vérification. Exactement. On vérifie, en fait, le processus, puis en fait, là, on voulait regarder un peu la matérialité là, de ça, tu sais, pour pas je sais pas quoi, pas alarmer nécessairement, là. Donc, moi, j'ai dû faire, dans le fond, des vérifications davantage là, pour étayer un peu là, les risques là, associés là, à ce contrôle-là. Vous identifiez l'écart, si ma compréhension est juste, et vous ne tentez pas de l'expliquer. De l'expliquer, ben non. En effet, non. Monsieur Després, je vais vous exhiber un document. C'est quoi, juste? C'est un document, Monsieur le Commissaire, un rapport d'enquête qui a été réalisé en, je vais vous dire, il est signé en date du... pas signé, mais en tout cas, il y a une signature avec une date, le 11 juillet 2018, qui est adressée à Monsieur Yves Frenette, vice-président aux ressources humaines et aux finances et à la performance. Il est déjà parti des pièces, Monsieur le juge, la pièce 26P95, mais l'extrait de la pièce 26P95 est annoté et comporte des annotations, des surlignements, des post-it. Alors, je préférerais qu'on utilise la pièce qui est vierge. Qui serait, pour les besoins, qui serait une nouvelle cote? Une nouvelle cote, oui. Parfait. Alors, parfait. Si on peut respecter l'ordre pour que je me retrouve, là, parce qu'éventuellement, oui. je le ferai à 26P95. J'y rajouterai une extension comme annoté, ce qui serait 26P95A. J'ai une question de précision. Oui. La pièce que j'entends déposer ne l'est pas. Ce que je vous soulignais plus tôt... C'est ça ma question, moi je l'ai mal compris. Oui, excusez-moi, je n'ai pas été clair non plus. Ce que je vous disais plus tôt, c'est que la pièce déjà produite comporte des annotations. Je comprends. Alors moi, ce que je vous suggère, c'est qu'on utilise la pièce qui ne comporte pas des annotations parce que
C'est une question de crédibilité, Et vous voulez évidemment. la déposer. Et je veux la déposer. Parfait. Mais le contenu reste le même, sans annotation. Absolument. Parfait. Donc, ce qui ferait en sorte que j'aimerais mieux que ça suive en termes de code, étranger. Oui, comme vous voulez, M. le commissaire, mais ce n'est pas l'intégralité de la pièce 26B95. C'est une partie. C'est une Bon, partie. notez-le, parce que moi, je vais besoin de ça quand je vais être en délibéré. Là. Je sais bien que je vais avoir de l'aide, là, mais je vais me retrouver. Là. On peut l'appeler à ce moment-là extrait non annoté de la pièce 26P95. Et on va lui mettre une cote, Mme la greffière. Est-ce que je peux vous proposer Oui, vous êtes plus de la d'expérience nommer que nous, sous j'imagine. celle qu'on a déjà, 26P95A, et celle que vous déposez, 26P95B, entre parenthèses, extrait? Est-ce que Oui. ça vous aiderait, M. le Mais ça commissaire? m'aiderait, mais étranger, qu'est-ce que vous en pensez, ça? Très bon, c'est excellent. Parfait. Alors, on fait état d'un mandat dans cette pièce-là. Évidemment, vous l'avez devant vous, là, M. Després. On indique à la section mandat. Et si vous voulez, M. le juge, on peut mettre à l'écran la pièce originelle. Oui. Donc, le rapport d'enquête, là, d'où ma question, la différence entre une enquête et une vérification. Là. Et le rapport d'enquête est adressé à M. Yves Frenat, c'est ça? Exact. Parfait. Je vous laisse aller. Alors, dans la pièce 26P95, ce juge, on peut peut-être afficher, je vais vous demander à Mme la greffière adjointe d'afficher la page 721 sur 777 de la pièce 26P95. Donc, M. Després, pouvez-vous lire le premier paragraphe sous la section mandat? Oui, certainement. Le 28 mai 2018, le service des enquêtes a reçu le mandat de valider la façon dont est comptabilisé et autorisé le temps facturé par les ressources externes dans le cadre du projet CASA. Plus précisément, le travail consiste à procéder à des entrevues auprès de personnes identifiées, employeurs supérieurs immédiats et hiérarchiques, identifier toute source d'écart entre le temps réel effectué et le temps facturé et émettre tout autre commentaire jugé pertinent. Donc, c'est exact de dire que ce mandat a été réalisé par les enquêteurs de la Société d'assurance auto. C'est exact. Est-ce que ça a été porté à votre connaissance, l'existence de ce mandat d'enquête? Oui, on en avait entendu parler, oui, en effet. J'imagine que on a vous rencontré êtes... les enquêteurs initialement pour leur présenter là, comment qu'on nous donnait. Là. Vous vous souvenez d'avoir rencontré l'enquêteur Gendron dans le cadre de son enquête? C'était en préparation à son enquête. Là. OK. C'était pas dans le cadre de ses enquêtes, mais c'était en préparation. Et c'est pas une personne rencontrée au Exact. fin de l'enquête, mais vous l'avez rencontré préalablement à ses travaux. Exact. Et évidemment, le contexte était celui que vous avez décrit ce matin, là, les constats d'écart entre les feuilles de contrôle d'accès et la facturation. C'est exact? Exact. SGPE, là, qu'on s'appuyait beaucoup sur ça. Là. Exact, oui. Et est-ce que c'est à votre connaissance le nombre de personnes qui ont été rencontrées dans le cadre de l'enquête? À ma connaissance, je crois, là, je vois de mémoire, je crois que oui. Là, à ma connaissance, c'était, je crois, 10 personnes. Oui, 10, 11 personnes. Je vous suggère 11 personnes. Ça se peut très C'est bien, possible. en effet. Ouais. Et est-ce que les conclusions de cette enquête vous ont été communiquées? Communiquer, ben oui, on a mon gestionnaire là, m'a communiqué un peu les résultats de cette enquête-là, effectivement. Et quels étaient les résultats de l'enquête? Les résultats de l'enquête étaient que le temps avait été tout autorisé en télétravail. Et les résultats de l'enquête apparaissent au rapport. Là. Si on peut prendre la dernière page, là, Madame la greffière adjointe. L'avant-dernière page du rapport.
trouve à la page 24 du document. Est-ce que vous les avez, M. Després? Oui, je suis à la page 24, oui, résultat de l'enquête. Pouvez-vous lire le premier extrait du rapport et du résultat de l'enquête? Dans cette enquête, des consultants externes, de même que des gestionnaires, ont été rencontrés. Bien que les écarts de temps identifiés par la vérification interne de la SAC n'aient pas été contestés, tous ont été justifiés, les écarts de temps par le télétravail ou toute forme de travail effectué à l'extérieur du bureau. Et là, un peu plus loin, on dit, compte tenu de la réalité du projet CASA, l'enquêteur considère les écarts justifiés. Donc, il n'y a pas eu de vol de temps. C'est sa conclusion. C'est sa conclusion. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas d'accord avec cette conclusion-là. Bien, pas que j'étais pas d'accord. Tu sais, moi, je suis pas là pour regarder leur travail à eux. C'est leur travail. Mais j'ai préalablement dit dans mon interrogatoire qu'on avait déjà rencontré, ben pas moi, mais des personnes avaient déjà rencontré comme quoi que à savoir comment c'était utilisé le télétravail dans le cadre du projet. Donc, c'était utilisé, et puis les réponses ont été dites que c'était utilisé, là, c'était pas utilisé tout le temps, là, en fait, ça devait être vérifié, validé, etc. Donc, puis en même temps, mais on avait déjà regardé aussi dans les contrats, là, à savoir si c'était possible au niveau des contrats. Là. Et est-ce qu'il y a un rapport de la SAC qui a été émis suite à cette enquête-là, à votre connaissance? Un rapport de la SAC, je crois que oui, de mémoire de la deuxième ligne de maîtrise, oui, effectivement, au niveau des finances, je crois, oui. Et est-ce exact que ce même rapport repose beaucoup sur l'enquête menée et arrive à la même conclusion, forcément, sur la base de l'enquête menée? Que les écarts que vous avez identifiés étaient justifiés? Je me rappelle pas exactement des conclusions, mais je présume que oui, là, sinon il aurait fait état dans ce rapport-là. Là. Et donc, ces constats-là sont de votre connaissance lorsque vous témoignez ce matin. Pourquoi vous n'en avez pas parlé? Là, je sais pas. J'ai pas eu ça à ma connaissance. Ça fait quand même un certain temps. J'ai répondu aux questions là, qui m'ont été posées. Là. Et vous sembliez dire ce matin qu'il n'y avait pas eu de suivi sur vos actions, vos dénonciations. Non. Dans le cadre en fait, c'est de l'enjeu de surfacturation que vous avez soulevé. Non, c'était pas au niveau de le risque de surfacturation, c'était sur le contrôle dans l'outil. T'sais, on se rappelle, il y avait comme deux phases. Là. Notre première phase étant de regarder les contrôles associés à cet outil-là. Et puis, c'est sur ce point-là que j'ai parlé là, initialement du fait que quand j'étais parti en 2023, ben c'est encore le même outil puis, qui était encore en place. Là. C'était pas sur l'histoire... du risque des écarts. Des écarts, exactement. Okay. Donc, est-ce que je comprends de votre témoignage que les conclusions de l'enquête vous satisfont? Si me satisfont, bien, le rapport d'enquête le dit. Là, moi, j'ai pas à remettre en doute là, le rapport d'enquête. Là. Donc, le rôle d'une vérification interne, M. Després, c'est de soulever des risques potentiels. Exact. Et s'il y a des contrôles qui sont menés et qui donnent un résultat qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter davantage, bien, votre travail est fait. Le rôle de la vérification interne, c'est de soulever ces enjeux-là. Ça ne veut pas dire que nécessairement il y a des écarts, ça ne veut pas dire qu'il y a de la fraude, ça ne veut pas dire qu'il y a de la malversation. Non, exactement. T'sais, nous, on est vérificateurs. Là. On n'a pas les compétences pour affirmer là, des choses comme ça, c'est sûr et certain. Là. On n'a pas... C'est pour ça, entre autres, que quand on a vu ça, on a passé la POC, excusez-moi l'expression, là, bien, au service des enquêtes. Là. Ouais. Qui relevait de M. Frenette, en fait, qui a livré son rapport à M. Frenette à l'époque. Exact.
Sur les taux de facturation, M. Després, Oui. est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui étaient affectées au projet au Le moment où vous nombre faites les de vérifications personnes. sur les taux? Ben, non, là, je le sais pas, là, le nombre. Je sais qu'il y avait quand même beaucoup de personnes, mais tu sais, j'avais pas sommé... le nombre total d'employés Oui, le nombre total qui d'employés travaillaient sur le projet. internes, externes affectés au projet? Grosso modo, là, je vois de mémoire, mais peut-être dans ce temps-là, je sais que ça a augmenté dans la livraison 2, là, mais je dirais peut-être 400. Là. 400. Mais je suis pas sûr là, du chiffre. Là. Et combien de personnes étaient concernées par les hausses de taux que vous avez relevées? De mémoire, une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes sur 400? Exact. Et est-ce que vous avez... est-ce que c'est à votre connaissance que des ressources affectées au projet travaillaient à partir de l'Inde? Oui. C'est à votre connaissance? Oui. Est-ce que c'est à votre connaissance que certaines ressources de l'Inde ont déménagé au Québec pour y travailler également, mais en présentiel? Très bonne question. Je pourrais pas vous dire. Là, est-ce que j'ai entendu ça? Je pourrais pas vous dire oui hors de tout doute. Là. Mais c'est pas une information que vous avez validée à l'époque? À l'époque, non, qu'il y a du monde qui avait déménagé, non. J'ai raison de dire que ce que vous faites, dans le fond, puis le taux de facturation est un autre exemple, là, vous relevez la problématique, mais vous ne cherchez pas les justifications. Est-ce que c'est exact de dire ça? Non, c'est pas à nous à justifier ça. T'sais, nous, en tant qu'auditeurs, si on se mettrait dans la peau de l'audité, là, c'est pas notre rôle à fournir des preuves de qu'est-ce qu'on avance, effectivement. Donc, j'ai raison de dire également que vous n'avez pas validé si à chaque heure faite et facturée, quelle était la tâche exactement et précisément réalisée par l'employé ou le fournisseur externe. En fait, moi, quand ça s'est arrivé, je suis allé quand même dans le système voir un peu les différentes tâches de ces ressources-là, là, mais puis parce que, tu sais, c'était accessible là, via SGPE, puis j'avais regardé, oui, en effet, là, les différentes tâches de ces ressources-là. Là. OK. Puis là, je comprends que les tâches ne sont pas détaillées dans votre tableau. Quand vous rapportez le nombre d'heures associées à chaque taux, vous ne précisez pas les tâches réalisées en fonction de chaque heure facturée. Vous n'allez pas chercher le détail. Non, je ne suis pas allé là, dans ce fin détail-là. Non, là, j'ai pas fait un rapprochement là, de chacune des heures avec chacune des tâches, là, si c'est votre question. C'est ma question. Est-ce que vous avez fait, donc, si je comprends bien, là, vous n'avez pas fait l'analyse de la question de savoir si pour chaque heure facturée, par exemple, à 350 $ de l'heure, pour un expert analyste, c'est effectivement une tâche d'expert qui a été réalisée. Et inversement. Non, je ne suis pas allé voir les employés directement. Moi, je me suis juste basé sur SGPE qui, en 2017, c'est quoi le travail qu'ils effectuaient, puis après ça, en 2018, c'est quoi le travail qu'eux effectuaient. Là, j'ai comparé ça, puis les tâches semblaient être les mêmes. Là. Je ne suis pas allé voir les personnes et je n'étais pas en arrière d'eux pour vérifier là, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement. Non. Est-ce que vous reconnaissez qu'il est possible qu'une même ressource travaille parfois sur des fonctions de base, charge un taux horaire en conséquence, et que lorsqu'on fait appel à une spécialité qui est détenue par cette ressource-là, elle est autorisée à charger davantage ou charger un taux horaire plus élevé? S'il y a l'expertise pour le faire... Non, ça devient du débat, là. Ça devient du débat, là. Seule chose que moi, je veux savoir, là, OK, comme commissaire, là, comment ça se fait que M. Brown gagne 83 piastres, puis dans le même mois, on facture 350 piastres? Est-ce que la SAC a cette information-là? Est-ce que ça, c'était la connaissance des tâches décrites? Je comprends votre question, mais je témoignerai pas là-dessus, vous comprenez? Moi, je vais demander un engagement, par contre. Parce que là, on pose des questions aux témoins qui l'ignorent manifestement. OK? Et moi, je veux savoir, dans le cadre de la recherche de la vérité, comment se fait que M. Brown, OK, quel a été le changement
d'affectation faisant en sorte qu'il va prendre une augmentation à peu près de 200 de l'heure. Et ça, j'espère que c'est documenté. Ben, J'en écoutez, fais et je demande un engagement. on va trouver la réponse, on va vous la fournir, Monsieur le commissaire. Oui. Mais c'est pas le premier témoin qui répond à une question qu'il ignore, là, mais dans le cadre de vos travaux, mais c'est certain que Non, mais là, le droit de poser la question. je pense qu'on est ailleurs. Là, je pense qu'on est ailleurs. Je pense qu'on est ailleurs. Là, on est dans le gros de la prestation de service d'un contractuel avec une société d'État qui charge pour les mêmes ressources différents prix. Je ne suis pas là pour juger. Là. Au bout de la ligne, il y aura peut-être des recours judiciaires, puis les gens feront ce qu'ils ont à faire. Par contre, comme commission d'enquête, moi, j'aimerais avoir la réponse par contre. Ah, puis le fournisseur en répondra si c'est pas le cas, là, Tout à Monsieur fait. le commissaire. On Si a la déjà fait facturation l'invitation au fournisseur de Et pas, vérifier nos travaux. exact. Alors, si le fournisseur n'a pas fourni cette information-là ou a chargé des taux qui sont injustifiés, pas limiter votre il en répondra. mais cette ligne de questions-là, je comprends qu'il n'est pas le bon témoin pour répondre, puis je veux le bon témoin pour répondre. Donc, l'engagement sous 26E1. Alors, qu'est-ce qui justifie dans la facturation, puis on en a énormément, qu'est-ce qui justifie pour une même ressource, puis on l'a dit, c'est pas toutes des charges tremblées, là, on s'entend, là, qu'une personne, dans la même facturation pour un même mois, change du taux le plus bas au taux le plus haut. C'est noté, Monsieur le commissaire. C'est Je demanderai à Mme la greffière adjointe de prendre la pièce 26P96, la page 60 de 73. Elle est à l'écran. Oui. Monsieur Després, est-ce que vous reconnaissez le courriel du 30 novembre 2018, 15h52, que vous vous adressez à vous-même, si j'ai Oui. bien compris? Effectivement. Je fais souvent ça, faites-vous-en pas, il n'y a pas de faute. Oui, là-dedans. aucune faute. Moi aussi, j'adore. Je m'envoie des textos, moi. Exact. Vous résumez dans ce courriel un compte-rendu d'une rencontre ou d'une discussion, si je peux être plus précis, là, entre vous et Mme Lynn Ouellette, à qui vous avez parlé, pour tenter d'expliquer les changements de taux. C'est exact? Exact. Diriez-vous que ce compte-rendu représente fidèlement la conversation que vous avez eue avec elle? De mémoire, oui. Est-ce que c'est un compte-rendu que vous avez fait de façon concomitante à la discussion? Ben effectivement, là, on était en rencontre, puis par la suite, j'ai pris des notes là, suite Que vous à vous cette êtes envoyé à rencontre-là. vous-même. Oui, exactement. J'aurais pu le mettre dans un fichier Word, là, mais je ne sais pas pourquoi que je l'ai par courriel. Là, mais... Voulez-vous prendre le temps de le lire, M. Després? Parce que j'aurai une question à vous poser tout de suite après. Vous n'êtes pas obligé de le lire au complet, là. Lisez pas vous-même, M. le commissaire. On peut prendre le temps. Je sais que ça représente une page de petits points. Oui, ça va. Donc, je vous répète la question. Est-ce que diriez-vous que ce compte-rendu que vous vous êtes fait pour vous-même représente fidèlement la conversation que vous avez avec Mme Ouellette? Là, tu sais, j'ai relis ça fait quand même un certain temps, là, mais possiblement que oui, là, ça doit représenter ça, oui. Dans votre témoignage ce matin, vous avez référé à un malaise de Mme Ouellette. Mais je ne le lis pas dans le compte-rendu que vous avez fait à ce moment-là et concomitant aux événements. C'est En possible effet. que, effectivement, vous l'avez venez de le lire, là, donc on ne fait pas référence au malaise de Mme Ouellette, là. Effectivement. OK. Vous avez, en fin de témoignage,
discuté brièvement. La question, c'était est-ce que le mot malaise apparaît dans le compte rendu. Peut-être pas le mot malaise, mais une Et explication. rapporté OK, de quelque façon. Parfait. Dans le compte rendu, le témoin Absolument. répond Je non. suis. Et la réponse est non. Exact. Vous avez, en fin de témoignage, là, exprimé un sentiment sur votre situation là, avant de quitter. Et, vous avez souligné, là, évoqué, en fait, là, un manque de collaboration des instances du projet dans le cadre de vos travaux de vérification interne. C'est exact? Vous avez souligné ça ce matin. Un manque de collaboration, ben, en fait, il utilisait souvent le terme qui était surchargé, là, du fait que le travail devait se livrer et tout. Puis tu sais, c'est sûr, quand on pose des questions, les auditeurs, c'est sûr qu'on rajoute une charge supplémentaire, là, en effet. C'est ça que j'ai mentionné, oui. Est-ce qu'à un moment donné, dans le cadre de vos fonctions, vous avez rapporté cette réponse-là qui n'était pas satisfaisante à l'évidence, là, à vos supérieurs ou à d'autres membres de l'équipe projet ou aux supérieurs de ces personnes-là qui ne collaboraient pas suffisamment? Bien, oui, effectivement, quand on voyait que ça avançait pas, parce que nous aussi, on avait un travail à livrer, donc ça avait des retards chez nous, c'est qu'on en faisait part, là, j'en faisais part à mon coordonnateur et ultimement à mon directeur, oui. Est-ce que ces informations-là ou cette réponse-là qui n'était pas satisfaisante à vos yeux, vous l'avez rapportée par écrit à vos supérieurs ou aux instances supérieures ou supérieurs immédiats des personnes que vous sollicitez dans le cadre de vos travaux? Moi, par écrit, je ne crois pas. Non. Vous n'avez pas rapporté ça par écrit? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne me rappelle plus. Non. Je vais vous référer, M. Després, à un rapport. Le premier rapport est celui du 14 juin 2018, que l'on retrouve... Oui, que l'on retrouve à la pièce 26P 74. J'aimerais qu'on l'affiche à l'écran. Note de présentation. C'est à la page 137 de 190, Monsieur le commissaire, de 26P 74. Merci. Page? Page 1. Pourriez-vous, Monsieur Després, nous faire la lecture du premier paragraphe sous contexte? L'état de situation de la DVEP concernant la surveillance du projet Carrefour de services d'affaires CASA est présenté aux membres du comité de vérification et de la performance CVP ainsi qu'aux membres du comité des technologies de l'information CTI afin de rendre compte des résultats des travaux de surveillance réalisés pour la période du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 mai 2018. Le dernier état de situation ayant été présenté au CTI 4V du 6 décembre 2017. On va s'arrêter ici. Est-ce que vous avez participé d'une quelconque façon à la préparation de ces comptes rendus qui sont soumis au comité? D'ordre général, oui, on participait, mais ultimement, sur cette pièce-là exactement, je ne me rappelle pas si j'ai participé sur cette dernière-là, mais habituellement, je participais en effet. Et si, par exemple, vous savez qu'il y a une réunion du comité de vérification qui s'en vient, vous venez de vivre un événement avec un employé du bureau de projet qui ne collabore pas pleinement selon vous, j'ai raison de dire que c'est le moment pour en parler, là. C'est le moment de dénoncer cette situation-là, les rencontres du comité de vérification. Possiblement, oui. Est-ce que c'était le moyen de le faire? Possiblement, oui. Est-ce que c'était le bon moyen à l'époque? Je ne sais pas, là, mais... Vous n'êtes pas certain si c'est le bon forum pour le faire? Oui, je sais pas. C'est sûr, nous, on travaille tout le temps quand même en collaboration avec eux. Ça fait qu'on doit probablement... On doit essayer, là, de pas tout le temps dire, ben là, ça marche pas, quoi que ce soit. Il faut quand même qu'on démontre là, un professionnalisme, là, comme quoi qu'on va atteindre les objectifs là, ensemble. Là, c'est ça, exactement. Mais votre rôle est un peu un rôle de chien de garde, là, si je peux m'exprimer. Là. Donc, si vous avez le sentiment, vous n'avez pas les outils nécessaires pour jouer ce rôle-là, vous n'êtes pas un endroit pour vous faire des amis, là. On se comprend. C'est sûr, exactement. C'est sûr et certain. Comme que je disais, ça demande des efforts. On se met dans leur place, puis c'est sûr que
ça leur met un peu plus de tâches. pression. Là. C'est sûr que probablement que ça va descendre vers eux, puis vous allez avoir une réaction à la prochaine occasion, mais à la base, là, votre rôle, là, c'est de dénoncer ce genre de situation-là. Si vous constatez qu'il y a un manque de collaboration de leur part. En fait, c'est pas mon rôle à moi. T'sais, moi, je suis pas porteur là. T'sais, moi, je l'ai dit dans l'organisation, mais c'est pas moi, Martin Després, qui va aller nommer ça. Là, Ça va être M. Pelletier. Exactement, c'est ça. C'est pas mon rôle à moi là, de soulever ces situations-là au comité d'audit. Hein. On va poursuivre la lecture de ce compte-rendu, ces notes au comité de vérification, en fait. Le premier paragraphe de l'état de situation. Pourriez-vous nous en faire la lecture? Premier paragraphe. La DVIEP est satisfaite des échanges tenus à propos de CASA lors des comités de direction SAAC. La haute direction y joue bien son rôle et assure un leadership fort. Les auditeurs ont pu exprimer leurs préoccupations et certains ajustements de clarification et de précision ont été apportés à notre satisfaction. On s'arrête ici. Donc, je comprends que ce que rapporte M. Pelletier au comité de vérif, c'est que ça se passe bien quand même. Bien, c'est les mots à lui, là. C'est lui qui est là, qui est présentement. Là, mais il représente votre direction, là, dans laquelle vous êtes parti. Quand que je lis ça comme ça, en effet, je ne veux pas mettre des mots dans mon gestionnaire, mais c'est clairement là, des échanges à propos de CASA au comité de direction. Moi, je participe au comité de direction. Là, c'est que si c'est écrit là, effectivement, ça a dû être validé par mon gestionnaire. On va aller prendre maintenant le compte-rendu du 16 octobre 2018, qui est à la même pièce, Monsieur le commissaire, mais cette fois-ci à la page 139 de 190. Je vais vous demander de lire le premier paragraphe sous état de situation, Monsieur Després. La DVIEP est satisfaite des échanges tenus à propos de CASA lors des comités de direction SAAC. La haute direction joue bien son rôle et assure un leadership fort. Donc, encore une fois, là, votre supérieur, M. Pelletier, ne semble pas évoquer quelques difficultés que ce soit relativement à la collaboration du bureau de projet dans le cadre de son rôle. Bien, là, on ne parle pas du bureau de projet ici. Là, on parle de la haute direction. On parle de la haute direction et du comité de direction. Duquel relève la VPTI et duquel relève le bureau de projet. Oui, effectivement, mais dans qu'est-ce que je lis là, on ne parle pas là, dans l'exactitude du bureau de projet. Là, on parle plutôt au niveau du comité de direction et au niveau de la haute direction. Là. On n'est pas sur le terrain ici, en tout cas à mon avis. Hein. Et un peu plus loin, d'ailleurs, on vient mentionner, tel que mentionné précédemment, tel que mentionné lors du CTI-CVP de juin dernier, et afin d'augmenter la fluidité des communications entre les acteurs stratégiques du projet, la DVI intègre davantage le deuxième niveau de maîtrise dans ses travaux. C'est quoi que ça veut dire sur le deuxième niveau de maîtrise dans ses travaux? Bien, en fait, comme que je disais initialement, il y a 3 niveaux de maîtrise dans une organisation. Le premier niveau de maîtrise étant plus les mondes qui font le travail sur le terrain. Deuxième niveau, je donnais comme exemple au niveau de la gestion contractuelle ou même de la gestion financière. Donc, c'est ce niveau-là, le deuxième niveau de maîtrise. Maintenant, on va aller prendre le rapport du 20 février 2019, qui est toujours la même pièce, Monsieur le commissaire, mais à la page 146 de 190. Je peux-tu poser une question? Pourquoi que moi, je dois répondre à ça? Ça serait peut-être pas mon directeur qui devrait répondre à ces questions-là? Et voilà. C'est-à-dire, je laisse les questions, mais quand même, un peu ce que Maître disait tantôt, on reste dans une commission d'enquête. Là. Donc, les règles sont... Si j'étais devant un tribunal, c'est clair qu'il ne pourrait pas vous poser ces questions-là. Puis il y aurait une objection là, qui serait venue assez vite. Moi, je le permets, mais au niveau de la globalité de la preuve, je prendrais ça. Par contre, où est-ce que moi, je vois une certaine pertinence, c'est que vous travaillez sous M. Pelletier. Vous êtes dans l'équipe, puis ce matin, vous avez dit, puis d'emblée, le procureur vous a fait dire, à un moment donné, je nageais à contre-courant, je suis parti. Alors, j'y vois une certaine pertinence quand je vois des... M. Pelletier sera interrogé, c'est pas une cagette de personne, là. Il sera sûrement interrogé sur ces paragraphes-là. Vous, allez-y à votre niveau de connaissance. C'est bien évidemment que vous n'êtes pas capable
d'interpréter ce que M. Pelletier dit. Par contre, je pense qu'il y aller, mais si vous ne connaissez pas la réponse, gênez-vous pas. Puis sachez qu'en preuve, ce n'est pas une question. Je le répète souvent, la question n'est pas la preuve. C'est la réponse qui est en preuve. Alors, vous pouvez, puis le maître le fait très bien, il peut affirmer quelque chose, il est très suggestif, puis il peut le faire, OK, surtout en contre-interrogatoire, affirmer une chose dans sa question. Si vous acquiescez à la question en disant oui, ça c'est en preuve. Si vous dites je suis pas d'accord avec vous, puis vous donnez une explication, puis l'explication va être en preuve. Parce que quand je vois ça, il y a tout un contexte dans l'écriture de cette note-là. Mais moi, c'est ça, sûr, vous quand êtes que je permis lis de ça... répondre à ça, une fois que la question sera répondue, puis vous me demandez de prendre la parole, bien évidemment, je vais vous la laisser, comme à tout témoin. Ça va? OK. Gênez-vous pas, on prendra le temps qu'il faut. OK. Bien là, comme là, c'est ça, j'aimerais ça dire qu'il y a un contexte en arrière de ça, que la finalité de cette note-là, moi, je fais pas partie prenante de ça. Ça se fait avec les hautes autorités que moi, je participe pas à ça. Là. OK. Donc, quand que je lis ça, bien, c'est sûr que noir sur blanc, C'est écrit. c'est écrit, effectivement. Mais ça vaut peut-être juste l'angle qu'il y a sur la feuille, ça, là, en termes de fiabilité de la preuve. Alors, ce que vous me dites, moi, ma réponse, je l'ai très bien, puis peut-être, effectivement, vous pouvez répondre en disant, bien, M. Pelletier serait peut-être mieux... Bien, c'est sûr mieux que que je moi pour dis, y je répondre. réitère, là, je pense que M. Pelletier pourrait être mieux placé pour répondre à ces questions-là. Là. Parfait. Mais est-ce que j'ai raison de dire, Monsieur Després, que si vous aviez un inconfort, c'est à M. Pelletier qu'il fallait l'exprimer? C'est exact, oui. Et que si M. Pelletier considérait que cet inconfort était injustifié, c'était au comité qui devait l'exprimer également, au comité de vérification? Je ne répondrai pas pour lui. Là. Lui, dans son travail, là, je sais pas. Là, moi, j'ai mon rôle d'auditeur. Lui, il a un rôle un peu plus stratégique, politique. Il doit gérer d'autres choses qui ne m'appartiennent pas. Ça fait Mais en que... sous-question, avez-vous manifesté votre inconfort à M. Pelletier? Ah c'est oui, pertinent, ouais, là. ça oui. Ouais. Ça, c'est Oui, très ça, je l'ai pertinent. répondu, oui. Parfait. Et vous ne savez pas si, autrement que dans ces rapports qui ne traitent pas de cet inconfort, M. Pelletier ait pu communiquer cet inconfort à la direction TI ou au comité de vérification? Ben, je sais que moi, M. Pelletier, il a un huis clos. Peut-être que c'est parler de là, mais encore là, je vais lui laisser l'opportunité de s'exprimer sur cette question-là. Avez-vous eu des contacts directs avec M. Yves Frenette dans le cadre des travaux? Directement, où ça arrivait à quelques reprises que j'étais allé à son bureau. Oui. Et avez-vous des contacts directs avec M. Carl Malenfant? C'est arrivé une fois, je crois, avec Carl Malenfant. Oui. Mais c'est pas régulier. Non, c'est pas régulier, en effet. Quand vous dites que vous avez reçu une demande de destruction de données, est-ce que cette demande-là a été écrite? Bonne question. Je crois que oui. Il faudrait demander à Daniel là, qui regarde. Nous autres, il nous a relayé l'information. Est-ce que lui l'a reçu par courriel ou verbalement? Je ne sais pas. Vous ignorez s'il y a un écrit, mais ce qu'on vous rapporte, c'est qu'on vous demande de détruire l'information. Exact. Ça c'est clair. Là. On nous avait demandé ça. Est-ce que le bris de confidentialité, là, je crois que oui. Là, N'était-il pas lié à ça, justement, la demande de destruction? Il faudrait leur demander à eux. Vous n'êtes pas certain? Je suis pas certain, en effet. Là. Initialement, la première demande, c'est de les détruire. Puis après ça, quelques temps après, là, c'était plus au niveau du bris de confidentialité. Là. Donc, vous rapportez des propos de M. Daniel Pelletier lorsque vous dites que vous avez reçu une demande de destruction de documents? Oui, en fait. Vous n'avez pas vu moi. d'écrit à ce sujet-là? Vous avez Non, pas vu d'écrit. exactement. Moi, je suis professionnel, là, donc ça se passe en gestionnaire, là, comment que ça se déroule. Là. Mais si je vous suggère que la demande de destruction visait uniquement les documents qui étaient nominatifs, des documents qui étaient personnels en regard des contrôles d'accès et auxquels vous ne deviez pas avoir accès? C'était ces documents-là qu'on voulait vous faire détruire et non pas le reste de votre analyse? Possiblement, en effet. Possiblement? Oui. OK. Est-ce que votre analyse, au moment où vous recevez cette information-là, qu'il y a une demande de destruction,
elle est déjà communiquée aux autorités. Oui, c'est déjà communiqué. C'est déjà, c'est après déjà coup, adressé, excusez-moi l'expression anglaise, là, mais c'est déjà adressé comme problématique, là, Exactement. des écarts de taux, de l'écart entre les contrôles d'accès puis la facturation. Ces enjeux-là sont déjà connus des autorités là, au moment où vous recevez cette demande-là. C'est exact? Exactement. Dans la construction de la preuve, c'était difficile de dissocier ces deux éléments-là. C'était pratiquement infaisable de pouvoir dissocier les internes des externes dans la base de données. Je comprends les raisons qui ont pu justifier d'extraire l'ensemble des données pour ensuite discriminer sur les données pertinentes. Je comprends très bien ça, mais la demande de destruction visait les données que vous aviez obtenues et non pas votre analyse, les tableaux que vous avez déjà produits, qui sont déjà montés aux autorités. C'était vraiment sur la donnée source des portillons. Donc, l'idée n'était pas de vous faire taire ou de mettre un couvercle sur les constats que vous avez faits dans le cadre de vos vérifications. Ben non, j'ai jamais... Vous n'avez pas perçu ça? Non, j'ai jamais dit non. Est-ce que c'est à votre connaissance, M. Després, que des revues de qualité ont été faites et réalisées par une firme externe dénommée EY dans le cadre du dossier? Oui, j'étais au courant, oui. Et est-ce que c'est à votre connaissance que, à la suite de l'intervention de votre direction, quant au contrôle, par exemple, en termes de facturation et de taux horaire, il y a eu un plan d'action de la Société d'assurance auto qui a été présenté. C'est le plan d'action qu'on retrouve, M. le commissaire, à la pièce 26P 78. On peut le prendre si vous voulez. Oui. N'avez-vous déjà pris connaissance de ce document-là? Là, c'est celle-là de EY. Vous, est-ce que vous en avez déjà pris connaissance? De celui-là particulièrement, je ne pourrais pas dire. Là. Il y en a eu plusieurs. Là. C'est que là, il faudrait que je me remette c'est quoi la date de ce document-là. Mais quand vous le voyez, vous ne vous en souvenez pas? Ben, je me rappelle des couleurs, oui, mais dans l'objet de lui précisément, là, je pourrais pas dire que je m'en rappelle, effectivement. Au niveau de la pièce 26P 79, on peut peut-être l'afficher à l'écran. Vous n'aviez pas quitté encore, là, c'est en 2022. On a un rapport de PwC sur la livraison 2 du projet. Est-ce que c'était quelque chose dont vous avez pris connaissance à l'époque de son dépôt? Oui. Qui est daté de juillet 2022. Oui, effectivement. Là, PwC ont déposé un rapport. Là, oui. Ça va. Je vous remercie. Je n'aurai pas d'autres questions. Moi, j'aurais des questions suite à ça. Oui. Permettez que je demeure ici. Oui, parce qu'il y a des sous-questions. Monsieur le commissaire, si vous me permettez, j'aurais une question de réinterrogatoire. Je sais que c'est pas commun. Avant mes questions, oui, je vais vous le permettre. Très bien. Alors, je vais me retirer. Puis... Parfait. Puis vous pourrez poser la question de votre place s'il y a des sous-questions. Merci, M. le commissaire. Merci, M. Després. Plaisir. Étranger. Monsieur Després, Maître Laprise vous a montré les notes de la DVIEP voulant que M. Pelletier démontre qu'il y avait une bonne collaboration là, avec le programme CASA pour les vérifications. Vous avez témoigné tout à l'heure en disant que la collaboration n'était pas facile. Est-ce que vous pouvez nous dire si la collaboration a jamais été facile ou a toujours été difficile ou s'il y a eu une évolution temporelle dans la collaboration avec le bureau de projet CASA? Oui, effectivement. Il y a eu... je ne peux pas dire que c'était linéaire, mais au début, on est en début de projet, ça va quand même assez bien, là, mais
forcé d'admettre là, que vers 2020, 2021, il y a eu un gradient là, comme quoi là, que c'était devenu un peu plus difficile là, de pouvoir collaborer. Là. Donc, effectivement, au début, ça allait très bien, là, mais plus on avançait dans le temps, plus c'était compliqué parfois. Là. Donc, la difficulté de collaboration, vous la situez autour de quelle année? À peu près de 2019-2020, là, quand on voit qu'il y a des écarts de planification là, qui arrivent, là, donc là, dans ces eaux-là, là, ça commence à être un peu plus difficile. Là. Pas d'autres questions, M. le commissaire? Parfait. Moi, j'ai plus de questions. Je vais appeler plus à votre expertise là, comme auditeur interne. Par rapport, justement, on vous a montré des rapports, puis je vais en tenir compte, là, c'est dans la preuve, là, il y en a eu. Là. Votre rôle par rapport aux firmes externes comme PwC, EY, tout ça, peut-être juste nous remettre dans le contexte, là, dans le cadre du projet. Est-ce qu'il y a une collaboration avec les auditeurs? Je suis un néophyte, là. Alors, aidez-moi, entre les auditeurs externes, les auditeurs internes, comment ça fonctionne? Comment ça a fonctionné? Vous étiez là? Moi, personnellement, avec la firme EY, j'ai pas eu beaucoup de contacts, sauf vers la fin du projet, là, parce que là, comme ils voulaient savoir notre point de vue là, sur la performance, en tout cas sur certains travaux qu'on faisait, là, mais sinon, ça se passait beaucoup plus au niveau de Daniel Pelletier, là, les contacts là, avec EY. Puis au niveau de PwC aussi, là, dans une de nos notes, on avait fait une recommandation là, de faire affaire avec une firme externe, là, mais on les a rencontrés. Moi, personnellement, je les ai rencontrés une fois, mais après ça, là, j'ai pas travaillé beaucoup avec ces deux firmes-là. Qui pourrait me répondre, ça a été quoi la dynamique entre les auditeurs internes et les auditeurs externes? Oui, exactement. Là, moi, de mémoire, là, j'ai peut-être eu 2 rencontres ou 3 rencontres vraiment exploratoires là, de début de mandat avec PwC, puis EY, me semble, une fois, mais vraiment vers la fin là, du projet. Là. Parfait. Puis vous, effectivement, comme vous dites, M. Pelletier est un directeur, donc c'est un cadre. Et vous êtes un syndiqué SPGQ ou comment ça fonctionne? Oui, exactement. À l'époque, on était syndiqué, là, oui. Syndiqué, ce qui vous amène la mobilité à travers les organismes et les ministères, c'est exact? C'est exact. De là que j'ai eu un poste au Conseil du Trésor éventuellement, c'est que j'ai profité de cette opportunité-là qu'on a au gouvernement du Québec. Là. Donc, j'ai décidé de changer d'emploi. Comme pour y aller à Retraite Québec ou aussi, également, partout où est-ce que les employés sont liés par la loi sur la fonction publique. C'est exactement. Bien, là, ça vous remercier. Pas de sous-questions, c'est assez général, des questions. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. C'est bien apprécié. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on sollicite une pause ou on y va back-à-back, comme on dit en anglais? Comme vous voulez. Vous pouvez vous êtes libéré. Vous pouvez quitter. Merci. Je commencerai tout de suite, Monsieur le commissaire. Allez-y. À moins que ça va. Moi, j'en ai pas besoin. On prendra quand même la pause pour permettre à Mme la greffière, qui est toujours ici depuis 2 heures, là, à 15h15 à peu près. Peut-être juste ça. Parfait. Bonjour. Alors, juste avant de vous assermenter, pour les fins d'enregistrement, je pense qu'on a un membre du barreau qui est avec nous cet après-midi. Donc, vous présentez. Donc, l'identification des parties qui n'étaient pas là ce matin. Bonjour, Monsieur le commissaire. Alexandre Thériault-Marois pour la commission. Oui. Hi. Bonjour, Monsieur le commissaire. Je suis Marius Ménard, avocat personnel de M. Martin Lapierre. Bonjour, M. Ménard. Bienvenue à la commission. Merci. Okay. Bonjour, Monsieur le commissaire. Martin Lapierre. Parfait. On va le faire dans votre assermentation. Parfait. Donc, vous affirmez solennellement de dire la vérité et toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Vos noms et occupations. Martin Lapierre, auditeur émérite en vérification interne. Merci. Votre témoin. Moi, j'ai une question pour vous en premier. Auditeur émérite. Oui. Expliquez-nous, c'est quoi?
Auditeur émérite, ben, en fait, ça va avec le poste. Au gouvernement du Québec, on a des échelles salariales pour les professionnels. Après, il y a des primes d'experts. Puis après, il y a des primes d'émérite. C'est le niveau supérieur pour les professionnels au gouvernement du Québec. C'est parfait. Laisse aller pour le CV de monsieur maintenant. Merci. Oui, on va regarder ça étape par étape. Monsieur Lapierre, donc, je dois comprendre que vous occupez actuellement un poste à la société. Oui. Vous êtes, peut-être pour faire du pouce sur la question qui a été posée à M. Després il y a quelques instants, votre statut, est-ce que vous êtes cadre ou vous êtes employé syndiqué? Je suis employé syndiqué. On va commencer par le commencement. Si vous pouviez nous faire état de votre formation académique initiale. J'ai un baccalauréat en administration des affaires, option sciences comptables. Que vous avez obtenu en quelle année? 1996 à l'Université Laval. Et qu'en est-il de l'appartenance à un ordre professionnel? Je suis membre de l'Ordre des CPA. Depuis quelle année? Ça a changé parce qu'il y a eu une fusion comptable, mais depuis que je suis sorti de l'université, là, j'ai fait mon stage. Après, je suis devenu CMA jusqu'à temps qu'on fusionne dans les corporations comptables. Et vous l'êtes toujours à ce jour? Oui. Vous l'êtes demeuré de façon continue depuis? Oui. À quel endroit est-ce que vous avez commencé votre carrière, M. Lapierre? Au ministère du Revenu. En quelle année? 1996. Jusqu'à? 1998. Et qu'est-ce que vous faites là, pendant ces 2 premières années au ministère du Revenu? Je suis vérificateur. D'accord. Et de façon un peu plus précise, là, quelles sont vos responsabilités, vos tâches? Je faisais de la vérification fiscale. Ça m'a amené aussi à travailler sur des logiciels de facturation frauduleuse. C'était la fin des années 90. C'était le milieu de la restauration, où il y avait des logiciels de facturation frauduleux qu'on appelait des zappeurs. En fin des années 90. Fait que ces logiciels-là, qu'est-ce que ça faisait? C'est que ça enlevait des ventes, ça éludait des revenus, ça ne remettait pas les taxes là, au gouvernement. C'est pour ça que le ministère du Revenu s'en est intéressé. Tout à fait. Le commerçant percevait les taxes, mais ne faisait pas de remise au gouvernement. Exactement. Plein ça. Et après l'année 1998, donc, vous changez d'emploi? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Je suis vérificateur en cadre d'informatique au ministère des Finances. C'est ça? Donc, votre titre exact, c'est vérificateur? En cadre d'informatique. En cadre informatique. Et qu'est-ce que vous faites, vos fonctions à ce moment-là? Bien, c'est de vérifier des systèmes financiers pour le gouvernement du Québec pour s'assurer que les données financières qui parviennent au ministère des Finances sont fiables. Et donc, vous allez faire ça de 1998 jusqu'à quelle année? Jusqu'à 2004. D'accord. Et est-ce que vous réalisez quelque chose? Là, vous êtes CMA, CPA. À ce moment-là, est-ce que vous nous avez parlé quand même de certaines tâches dans le domaine informatique? Est-ce que vous réalisez quelque chose à ce moment-là dans le cadre de vos 2 premiers emplois? Oui. L'aspect informatique, là, elle devenait de plus en plus importante pour les comptables. Parce qu'en vérification, on doit pas nécessairement se vérifier. Comment je pourrais dire ça? Se fier sur la parole des gens, il faut vérifier aussi. Puis dans le cadre de ce qu'on est en informatique, il faut vérifier quelqu'un qui a un champ de compétences qui n'est pas la nôtre. Fait que là, j'avais comme je vous dirais, là, il me manquait quelque chose à aller vérifier plus loin. C'est pour ça que j'ai fait des études en informatique. Pour m'assurer vraiment là, d'être compétent quand je vérifiais des systèmes informatiques. Vous ne vouliez pas avoir cet angle mort là, du côté des systèmes informatiques? Tout à fait. Bon. Et là, vous dites que vous êtes allé faire des études. À quel endroit, qu'est-ce que vous avez obtenu comme formation? Bien, parallèlement à ça, j'ai fait un certificat en informatique à l'Université Laval. D'accord. Et là, vous dites parallèlement à ça, c'est-à-dire que vous étiez à temps partiel aux études pendant vos fonctions? Oui, tout à fait. Okay. Est-ce que vous avez obtenu un diplôme éventuellement? Oui, un certificat. Oui. Pardon, ça m'avait échappé. En quelle année? 2003. Okay. Donc,
Après l'année 2004 maintenant, vous avez mentionné que vous étiez au ministère des Finances jusqu'en 2004. Qu'est-ce que vous faites par la suite? En 2004, je suis allé rejoindre le projet SAGIR. À l'époque, c'était le ministère des Services gouvernementaux. Je me demande si ça n'a pas été aussi le Conseil du Trésor un petit bout de temps, mais bref, c'était toujours le même endroit, mais ça a changé. Le ministère a changé. Le projet SAGIR de 2004 à 2010. Qu'est-ce que c'est le projet SAGIR? Puis est-ce que vous êtes capable de vous avancer juste un petit peu? Vous allez plus proche du micro, M. Lapierre. Je ne sais pas si le son est bon. Le son est bon, moi je l'entends. Ça va? Parfait. Donc, le projet SAGIR de 2004 à 2010, qu'est-ce que c'est ce projet? Le projet SAGIR, c'est le projet d'implantation du PGI d'ORAC au gouvernement du Québec. C'était la phase SGR1, là, c'est le back-office du gouvernement, je pense. Je peux utiliser le terme, je l'ai entendu à la commission. C'était vraiment l'implantation des modules financiers, le grand livre, compte à payer, les comptes de dépenses, les achats, les mobilisations. Un peu l'équivalent, là, c'est pas tout à fait pareil, mais de la livraison 1 qu'on a eue à CASA. Mais ça, c'était l'implantation du PGI pour l'ensemble du gouvernement là, et certaines entités. Là. Pour nous permettre de mesurer l'ampleur de SAGIR, est-ce que vous seriez capable de nous donner quelques statistiques là, quant à l'utilisation de ce PGI? Les chiffres ont peut-être changé aujourd'hui, à voir de quoi à jour, mais de mémoire, là, c'était 50, 60 entités du gouvernement. C'était tous les ministères. C'était 50, 60 000 utilisateurs. Quand même assez gros. Puis ils passaient là, tous les paiements du gouvernement. Là, ça devait avoir 30, 40, c'est pas plus, milliards qui passaient là-dedans par année. C'était un gros système. Et donc, de 2004 à 2010, au moment où vous êtes là au Centre de services partagés du Québec, est-ce que vous continuez à parfaire votre formation? Oui. On avait été encouragés. Le gouvernement du Québec avait fait un genre de programme, un partenariat là, avec l'École polytechnique de Montréal là, pour développer son expertise en cybersécurité. Je m'étais inscrit à ça. C'était des professeurs de l'Université de l'École polytechnique qui descendaient à Québec. C'était vraiment intéressant. Beaucoup d'employés en sécurité comme moi là, avaient participé à ce programme-là. C'est intéressant. Ça va déboucher sur quoi, là, vous concernant? Un certificat en cyber-enquête de l'École polytechnique. Et en quelle année? Je crois que c'est 2009. Là. Vers l'année 2009 que vous l'avez obtenu? Je peux vérifier, là, mais... Non, vous êtes pas mal dessus. OK. Je pense qu'on a même déposé les CV. On a la commission accès au CV au besoin. Oui, c'est ça. Oui. Ils ont déposé, celui de M. Lapierre a déposé sous 26P66. Donc, nous étions maintenant à l'année 2010, M. Lapierre. Voilà, à l'année 2010, qu'est-ce que vous faites là, suite à votre départ du CSPQ? Je suis parti pour le ministère des Finances comme conseiller en sécurité de l'information, conseiller expert en sécurité de l'information. Donc, c'est un retour pour vous au ministère des Finances à ce moment-là? Oui, mais c'est pas au même endroit. D'accord. Et votre... donc, rappelez-moi votre titre exact? C'est conseiller expert en sécurité de l'information. Parfait. Jusqu'à quelle année? 2010 à 2012. Bien. Par la suite, donc en 2012 maintenant? En 2012, j'ai été à la CSST. Là. À l'époque, c'était la CSST. Ça a changé de nom aujourd'hui. Comme chef d'équipe en architecture de sécurité. Donc, ici, on fait référence à l'architecture... Numérique. 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 Je suis vraiment dans la boîte TI, là. Parfait. Et qu'est-ce que vous faites, là, votre travail à ce moment-là? Est-ce que vous avez des responsabilités particulières? Oui, je dois coordonner, justement, les architectures qui sont faites, les solutions qu'on développe en sécurité informatique pour la CSST. Dans l'équipe aussi, il y a des gens qui s'occupent de la reprise informatique en cas de sinistre. Un peu comme ça. Je dois, évidemment, coordonner, valider les travaux, etc., participer à des orientations aussi. Et vous coordonnez une équipe de combien de professionnels? 12. Une douzaine Au moins 12, oui. Autant des consultants que des internes. D'accord.
Et donc ça, c'était à partir de l'année 2012 jusqu'à l'année? 2014. Et qu'est-ce que vous faites en 2014? En 2014, j'ai accepté le poste là, à la Société de l'assurance automobile comme conseiller émérite en vérification interne. Donc, ça débute, je comprends, en 2014, votre carrière à la société. Oui. Pourquoi avoir fait la transition? Parce que là, vous venez de me dire que vous coordonnez quand même une équipe d'une douzaine de professionnels à la CSST à l'époque. Pourquoi faire le saut vers la société à ce moment-là? Je voulais revenir en vérification. Pourquoi? Bien, ça faisait 10 ans, je pense, que j'ai tenté. Je me demandais des fois si je n'allais pas perdre un peu mes notions de vérificateur, des choses comme ça. Là. Je voulais réessayer la vérification. Pouvez-vous nous entretenir un peu sur le processus d'embauche à la société? En 2014? Oui, d'accord. J'ai appliqué, là. Puis, on m'a appelé pour une entrevue. La première entrevue s'est déroulée là, avec, je pense, des membres d'une direction de vérification interne là, qui n'était pas de la SAC, c'était d'autres organisations. Puis, un membre des d'autres organismes publics. C'était des vérificateurs internes de d'autres organismes publics qui vous passaient en entrevue. Oui, mais je ne me souviens pas des organismes exacts. D'accord. Parce que je crois qu'il y avait des gens qui pouvaient postuler à l'interne, puis on voulait s'assurer une certaine indépendance, fait qu'on est allé chercher des personnes externes. Parfait. Est-ce que ça a été la seule entrevue? Non, j'ai eu une deuxième entrevue par la suite avec celle qui deviendra ma directrice, puis sa chef de service aussi. Bon. Est-ce qu'on peut les nommer, là, votre directrice à ce moment-là, celle qui va devenir votre directrice, comment s'appelle-t-elle? Oda Abdelmalak. Oda Abdelmalak, donc H-O-D-A, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Parfait. Et vous avez nommé également une deuxième personne? Lucie Paradis. C'est Lucie Paradis. Parfait. Et est-ce qu'elles vont faire des remarques particulières là, quant à votre expérience de travail passée, quant à votre curriculum vitae? Oui, ils ont vu que j'avais travaillé à Sagir. Ils me confiaient que là, il était possible que la société s'en aille aussi dans une implantation PGI. Fait que c'était quand même une candidature intéressante pour eux. Là. Que vous aviez déjà cette expérience avec un PGI. Oui. Lorsque vous entrez, bon, on comprend que vous allez être retenu. Lorsque vous entrez en poste à ce moment-là, M. Lapierre, où en est-on à la société avec le plan de pérennité? On est à quel moment, là? On est rendu où? Les travaux sur le terrain pour le positionnement PGI étaient terminés. On s'apprêtait à déposer au comité de direction le positionnement PGI, là, un document là, en décembre 2014. Par la suite, là, ça a été déposé aux instances du comité de vérification ou au CTI, je ne me souviens pas, là, mais ça c'est à peu près février 2015. Parfait. Donc, nous sommes à ce moment-là en 2014. C'est bien en 2014 que vous êtes embauché. Oui. Qui est votre supérieur hiérarchique à ce moment-là? On vient de le mentionner. Oda Abdelmalak. La personne qui vous a passé en entrevue. Oui. Bon. Et maintenant, elle est... Donc, je comprends que Mme Abdelmalak, elle est directrice de la direction de la vérification interne. Oui. Est-ce que vous pouvez nous entretenir un peu là, sur cette direction? Il y a combien de personnes? Quelles sont les responsabilités générales? De façon sommaire. Je vous dirais qu'on est environ 12 personnes. Là, ça change avec les départs, les arrivées. Il y a 2 personnes qui sont consacrées pour l'évaluation de programme. L'évaluation de programme, puis mon équipe relevait directement de Mme Abdelmalak. Puis, il y avait le service de vérification interne. Là, je crois que c'est comme ça qu'il se nommait. Qu'eux, c'était vraiment de la vérification qu'ils faisaient, là. Une vérification normale et non pas de la vérification informatique, là, dans ce sens-là, une vérification là,
tout ce qui restait là. Bon, vous faites référence à votre équipe à l'intérieur de la DVIEP. Oui. Bon, quel est votre mandat? Là? Cette équipe-là, c'est combien de personnes et quel est votre mandat plus particulièrement, vous, M. Lapierre, à partir de 2014? On est 3. Moi, je suis le coordonnateur, puis il y a 2 autres personnes, là. Quelqu'un qui avait des compétences en TI, l'autre qui était comptable. OK. Et là, vous êtes coordonnateur, mais comme vous avez mentionné tout à l'heure, vous avez un poste d'employé syndiqué, un poste de professionnel oui, quand même. Tout à fait. Parfait. Et donc, juste pour boucler la boucle, tout à l'heure, on a entendu M. Després. Là, il se situe où, M. Després, dans cette équipe-là? M. Després, il est venu plus tard. Là. Il est arrivé plus tard que moi. Oui. Mais il était dans mon équipe. Moi. Dans l'équipe que vous coordonnez? Oui. Bon. Et quelle est donc votre responsabilité à vous, M. Lapierre, et votre équipe à partir de 2014? Nous, à partir de 2014, il y a eu le positionnement, on a commencé avec le positionnement PGI, puis là, ça amorçait toute la grande étape du processus d'acquisition. Il y a eu le CT au début de 2015 qui s'est fait. Après ça, il y avait la description des besoins. Puis nous, on était en surveillance là-dedans. On rendait compte, là, savoir si ça se passait bien, si on voyait des angles morts, des risques. Je comprends que votre équipe de 3 personnes là, va être dédiée au projet CASA, M. Lapierre. Tout à fait. Est-ce que vous êtes entièrement dédié au projet CASA ou vous faites également vous avez d'autres tâches à l'intérieur de la DVIEP? Des fois, on peut être en support à d'autres mandats qui nécessitent là, des connaissances qu'on pourrait avoir là, dans l'équipe. Mais de façon générale? De façon générale, on est dédié. Au projet CASA? Oui. Qu'est-ce que vous faites au quotidien, votre équipe dédiée au projet CASA? Quelles sont vos responsabilités, là, vos livrables à vous? Nous, on identifie où ce qu'on croit qu'il y a on a une petite méthodologie là, qui avait été faite avant que j'arrive, qui était faite dans le plan de pérennité puis qui était aussi valable là, pour le positionnement PGI, qu'on a toujours maintenu aussi cette méthodologie-là. Prenez le temps de nous expliquer, là, c'est quoi votre méthodologie, justement? OK. En fait, là, c'est une méthodologie qui avait été développée, là, je ne suis pas sûr, je crois que c'est Richter qui avait été développé avec l'équipe, où on analysait comment on doit suivre le projet informatique pour s'assurer de l'atteinte des objectifs. Ça avait été divisé en 5 axes. Il y avait l'axe gestion de projet, où on regardait la reddition de compte, l'axe de la gestion de risque, est-ce qu'on voit tous les risques pour le projet, l'axe contenu, qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est correct, ça va répondre aux besoins. On avait la gestion du changement aussi, puis la gestion des bénéfices. Là, quand vous dites que vous vérifiez la gestion des bénéfices, quand on parle de bénéfices, j'imagine qu'on parle à la fois des coûts du projet, combien le projet va coûter? Je crois qu'on le mettait dans le projet, là, dans l'acte gestion de projet, là, pour le suivi des coûts. Mais oui, on regardait les bénéfices et les coûts. Donc, combien le projet va nous rapporter par la suite en gain de productivité ou en frais qu'on va éviter? Exactement. Là, vous avez parlé de Richter, vous parlez du cabinet comptable, Richter, c'est ça? Oui. Oui, parfait. Mais je ne suis pas certain. Ça date à loin, puis je n'étais pas là. Mais de mémoire, c'est ça. Et comment, M. Lapierre, est-ce que vous recueillez l'information pour justement appliquer votre méthodologie puis faire votre travail? Quand ça a commencé au niveau de l'appel d'offres, on se joignait aux activités, aux réunions, à des scrums, pour suivre l'évolution de la description du besoin ou de l'appel d'offres. On allait vraiment dans les équipes de travail pour savoir qu'est-ce qui va bien, est-ce qu'il y a des choses que les gens pensent que ça va moins bien. On parlait directement aux gens sur le plancher. C'est comme ça. Puis on avait accès à des réunions, des fois, avec les directeurs.
Là, vous faisiez référence au début du projet. Au début du projet, oui. Est-ce qu'il va y avoir une certaine évolution là, dans la facilité à obtenir cette information, à vous présenter à des rencontres? De 2014 à 2018, là, ça allait très bien. Même qu'on nous appelait les anges gardiens. J'ai déjà entendu ça. Là, c'est les anges gardiens du projet s'assurent que ça va atteindre les objectifs. À partir de 2018, ben, là, on a commencé à avoir des replanifications. Il y a du retard qui se prenait, des replanifications, des choses comme ça. Là, ben, on n'était pas tout le temps invités, là. Mais on réussissait à avoir de l'information quand même, là, mais c'était plus difficile. Vous n'étiez pas invité où? Pouvez-vous être un peu plus concret? À des rencontres importantes, par exemple. Il y a des rencontres importantes qu'on était, mais pas toutes. D'accord. De l'équipe projet? Des rencontres importantes de l'équipe projet? Oui, l'équipe projet, oui. Donc, vous dites que c'est vraiment à partir de 2018 où l'information, c'est plus difficile là, les sources d'information se tarissent à votre égard. Exact. OK. Et est-ce que ça va continuer à évoluer? Est-ce que ça va atteindre, est-ce que ça va être de plus en plus difficile à partir de 2018 jusqu'à atteindre un point plus important à un certain moment? Je me souviens pas si c'était égal. Je pourrais pas vous dire si c'était en croissance, mais il y a eu des moments plus difficiles, oui. Il y a eu des moments plus difficiles pour avoir de l'information. Là, vous les situez où environ, là? À quelle année? À partir de 2018, puis peut-être un pic 2020. Là. Très bien. Alors, Monsieur le commissaire, peut-être on peut prendre une pause à ce stade-ci. Oui, alors, quinzaine de minutes. Même la greffière, vous me faites signe dans 15 minutes quand c'est prêt.